C'est toujours un plaisir d'animer ces sessions en direct de Digital at Africa chaque mercredi. Bonjour à tous, je m'appelle Maud, chargée de communication ici à Digital at Africa. Nous sommes très heureux de présenter la science aujourd'hui sur le sujet de surveillance des zones humides. À ce moment, je voudrais présenter notre présentateur aujourd'hui. Il est le professeur principal au département de sciences de l'information géospatiale au African Regional Institute for Geospatial Information Science and Technology, au Afrigist au Nigeria, Monsieur Momodou Soma. Monsieur Soma, à vous. La présentation aujourd'hui, c'était l'utilisation de l'outil de wetland qui nous permet de faire un suivi ou une évaluation ou une observation des zones humides, puisque c'est ça l'appellation même des zones humides. Et il faudrait aussi que l'on sache que les zones humides doivent répondre à certains critères dans la définition même de ce qui est zone humide. Et donc, il faudrait qu'on ait la présence permanente ou consistante d'eau, qu'il y ait une certaine épaisseur d'eau dans la zone et également, il y a une certaine forme de végétation qui est en place. L'importance des zones humides également, c'est que ça joue un rôle très important dans le système hydrologique local, puisque ce sont des zones qui vont servir d'éponge pour absorber le surplus d'eau lors des précipitations et donc jouer un rôle de régulateur au niveau du régime hydrologique, mais également aussi, ces zones humides jouent un rôle comme filtre ou cuvette de décantation ou cuvette d'absorption qui vont permettre d'alimenter la nappe phréatique environnante. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces zones humides jouent un rôle très important. Au niveau dans la vie aquatique ou dans la vie, ça joue également un rôle comme zone de nidification ou zone de transit des oiseaux migrateurs, mais aussi de zones d'abreuvoir pour les animaux transhumants. Et il y a des activités également qui peuvent s'y développer comme des activités de pisciculture et autres, mais également des activités de récréation ou de tourisme. Donc, selon l'Organisation internationale sur les zones humides, les zones humides, les écosystèmes des zones humides en Afrique sont estimés à environ 131 millions d'hectares et incluent les zones les plus productives et les plus diversifiées dans le monde. Ces zones fournissent des services d'écosystème qui contribuent au bien-être des êtres humains, aussi bien du point de vue nutritionnel, approvisionnement en eau, purification, régulation du climat et des régimes hydrologiques, en conséquence les inondations. Ça joue également un rôle de protection au niveau du littoral. Ça permet l'alimentation et la nidification de certains animaux migrateurs et offre des opportunités de récréation, en particulier de tourisme. La santé des écosystèmes des zones humides a été identifiée comme étant un élément important dans la mesure à partir des éléments de développement durable qui doivent en particulier le 661, spatio-temporel, le WIT, le Wetland Insight Tool, permet d'avoir une vue de l'évolution spatio-temporelle des zones humides en combinant plusieurs ensembles de données dérivées à partir des archives de l'ANSAT et qui sont domiciliées dans le Digital Earth Africa, la plateforme Digital Earth Africa. Et en particulier, nous avons le fractional cover, c'est-à-dire la couverture fractionnelle, l'observation
l'observation de l'eau à partir de l'espace et la réflectance surfacique à partir des données Landsat. Ces éléments sont combinés pour pouvoir décrire le pourcentage de wetland, c'est-à-dire de zones humides, en tenant compte de la couverture fractionnelle végétative, les surfaces d'eau ouvertes et la végétation humide à travers le temps. Il y a une animation qu'on va utiliser. Je vais copier. Vous avez ici, au niveau de Digital Earth, les liens qui vont permettre d'avoir accès à ces animations avec la classification logique. Je vais voir si je peux ouvrir cela dans une autre page. J'ouvre cela dans une autre page et on va voir ce que cela va donner. Donc, pour utiliser le notebook, vous allez sur Real World Example et on prend le dossier Wetland Insight Tool. Et une fois qu'on est dans ce système, on définit les paramètres de l'outil, on dessine un polygone pour sélectionner la zone qui nous intéresse et on exécute l'outil WIT qui nous permet d'avoir la couverture fractionnelle, le niveau d'humidité et la surface aquatique existante en ce moment-là. Donc, pour exécuter l'application, on doit lire ou bien on doit prendre en compte les paramètres d'analyse et ces paramètres d'analyse vont nous permettre de déterminer ce qu'il faudrait faire. Donc, voici les paramètres d'analyse. Vous avez le map overlay, c'est un certain nombre de couches qui vont vous permettre de pouvoir afficher votre zone d'étude et cela comprend des imageries disponibles de Esri World. Vous avez la sélection de GeoMedian Sentinel-2 de 2020 et vous avez les données observation de l'eau à partir de l'espace de 2021 qui sont disponibles et donc que l'on peut afficher après avoir sélectionné la zone qui nous intéresse pour avoir une idée visuelle, c'est-à-dire imagée de la zone. Le start date indique la période, la date de départ de ce que nous voulons analyser. Donc, on peut prendre une période, par exemple, au mois de juin, le 1er juin 2018, par exemple, et le end date, je peux prendre également le mois de décembre 2000 ou bien le mois de juin 2019, le 1er juin 2019. Donc, je couvre une période d'1 an, par exemple. Le minimum good data ici, c'est d'indiquer, c'est un pourcentage qui indique quel est le pourcentage d'images ou de pixels qui sont convenables pour faire l'analyse. Donc, 0 veut dire 0% et 1 signifie 100%. Donc, on peut trouver une valeur entre 0 et 1 ou on peut mettre 0.5, 0.5 qui veut dire 50% de minimum good data. Le resampling frequency doit rester égal à 0, ce qui est acceptable. Et le resampling frequency offre une option pour la mise à jour de ces éléments et leur recomposition. Maintenant, le X-ray resample time indique la périodicité d'affichage de nos résultats. Si c'est pour 1 mois, on met le 1M. Si c'est 3 mois, on met 3M. Si c'est quarterly, on met quarterly. Et si on ne veut pas exécuter le resampling, on tourne cela à none. Et enfin, vous avez le output en CSV qui va vous donner votre résultat sous forme CSV. Et vous avez également le output qui va être représenté sous forme graphique. Donc, si vous êtes dans l'environnement de Sandbox et vous avez ouvert le WIT, la première activité à faire serait de cliquer sur le WIT app qui va activer et la page va s'afficher. Je vais vérifier sur mon écran si les liens que j'avais ouverts sont disponibles et je vous reviens dans quelques minutes. Ça, c'est notre environnement de travail dans le Sandbox.
Donc, nous allons dans Real World Example et nous sélectionnons le WIT, le Wetland Insight Tool. Ça, ce sont les éléments que nous avions expliqués tout à l'heure. Et ici, vous avez l'image, une animation de la zone concernée et vous avez les résultats. Donc, lorsque vous activez ce 8, vous allez vous rendre compte que cette page-là va s'ouvrir et au niveau de Overlay ici, vous déterminez au niveau de cette page la zone qui vous concerne. Si vous voulez superposer des images, vous sélectionnez soit le S3 World Imagery, soit Sentinel GeoMedian ou le Water Observation from Space, qui vous donne une idée visuelle de la zone concernée. Donc ça, c'est la zone où vous avez de l'eau. Et sur le Water Observation, ce qui est en noir ici correspond à la présence d'eau et ce qui apparaît ici en jaune, vert, jaunâtre et autres présente la périodicité de l'existence de l'eau. Et quand c'est en rouge, c'est qu'on n'a pratiquement pas d'eau durant cette période. À ce niveau-là, on a fait une sélection. Vous avez la superficie considérée ici et la surface est dans les limites recommandées. Donc, on change la date ici. Vous avez un calendrier qui s'affiche. Vous sélectionnez la période qui vous intéresse. Et au niveau de end date également, vous sélectionnez la période qui vous intéresse. Vous pouvez faire cela manuellement ou vous allez utiliser le calendrier. Au niveau de minimum good data, on conserve le 0. Au niveau du resampling frequency, on a utilisé 1 mois. Et au niveau de output CSV, vous pouvez modifier et donner le titre qui vous convient. Également, pour le output plot, vous faites la même chose et vous avez votre exécution. Vous faites le run. À droite, ça vous donne le client, c'est-à-dire votre... et le système est en train d'exécuter. Pendant que le système exécute, on vous explique l'algorithme ici. Il y a un choix de pixels et qui va déterminer si ça tombe sur des nuages ou non. Si ça tombe sur des nuages, ça correspond à des non-data. Si ça ne correspond pas à des nuages, vous descendez sur Classified by Water as Water. Si c'est oui, ça le considère comme Open Water. Si c'est non, vous descendez sur le TCL Wetness et cela sélectionne si c'est humide. Si ce n'est pas humide, on descend, on obtient le fractional cover, c'est-à-dire la couverture fractionnelle de la végétation, et on aura le pourcentage de végétation verte, de végétation sèche et de sol nu. Donc, notre système est toujours en train de calculer pour déterminer la végétation verte, la végétation sèche et les sols nus. Il a déjà calculé, il est en train de calculer l'humidité en tenant compte de la présence de l'eau, et cela va prendre un peu de temps en tenant compte de la rapidité de la connexion et l'accès à l'Internet. Donc, le 8 a terminé son opération. Ici, nous avons le pourcentage de couverture, le pourcentage de la couverture fractionnelle, l'humidité et la présence d'eau. Au niveau de cette légende ici, vous avez le open water, c'est-à-dire les eaux non couvertes, ce qui est humide, ce qui est en végétation sèche et ce qui est en la végétation sèche et les sols nus. Donc, durant cette période de 2019 à 2021, vous constatez que entre cette période ici, la surface d'eau ouverte est beaucoup plus importante que durant cette période de 2020 à 2021. Vous voyez également que le dry vegetation ou le green vegetation ici était peu importante, alors que durant cette période ici, on a une forte présence de végétation. Mais entre 2020, avril 2020 et juillet 2020, on constate qu'il y a une complète réduction de la surface hydrique, c'est-à-dire, et on a de la végétation qui se développe, on a la végétation sèche qui s'est très développée durant cette période, et on a une forte présence de sol nu qui s'est
qui a émergé dû au retrait de l'eau dans cette zone humide. Et donc, cet élément-là donne une indication ou nous permet de faire un suivi assez exhaustif et du point de vue synoptique d'une zone humide dans une zone considérée à une période donnée de l'année. Merci pour votre attention. Maud, à vous. Merci beaucoup, Monsieur Soma, pour votre présentation. Je l'apprécie. Très clair, très pédagogique. La présentation de Monsieur Soma, c'était très intéressant. Je voulais demander comment est-ce que le résultat peut se peut se comporter lorsqu'on retrouve une surface d'eau avec pleine de végétation dessus, par exemple comme le nénuphar, du moins les plantes aquatiques qui couvrent carrément de l'eau. Est-ce que en ce moment, l'algorithme de ce notebook peut séparer la surface, cette végétation de la partie eau? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci. Oui, bon, on va essayer d'y répondre et par la suite, nous allons faire des expériences puisque c'est ça l'objet également de Digital Earth Africa. On est en train de faire exécuter des algorithmes. Et si vous aviez vu au niveau de la présentation, au niveau du début de l'algorithme, on a mis différentes séquences où on avait indiqué si on avait des nuages, si on a de l'eau, et ainsi de suite. Et ça va faire l'identification du fractional cover, fair soil et dry vegetation. Maintenant, vous avez parlé d'un phénomène, je pense, c'est le phénomène d'eutrophication, où la surface d'eau est couverte de végétation suite à un surplus de nutriments, c'est-à-dire d'éléments minéraux qui viennent favoriser le développement de la végétation verte. Et si cette couverture végétale est très importante et masque la surface d'eau, donc les pixels ne pourront pas identifier l'eau. Et en ce moment-là, on n'aura que de la végétation. Et là, maintenant, ça ne permettra pas de faire une meilleure appréciation de la quantification de la surface aquatique disponible. Ça, c'est une tentative d'explication. Donc, pour que l'algorithme puisse bien fonctionner, il faudrait qu'on puisse avoir des sections d'eau disponibles pour que l'on puisse les identifier. Et il est préférable que cela se fasse à des périodes où cette prépondérance de végétation aquatique est moindre. Merci. Merci, Roderick, pour votre question et Monsieur Soma pour votre explication, je l'apprécie. Je vous, Monsieur Moumouni Arafat. Monsieur Arafat, à vous. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Je remercie vraiment les présentateurs pour sa brillante explication par rapport à ce qu'est les zones humides, puisque tout ce qu'il avait dit, c'est ce qui concerne vraiment les zones humides et leur importance, il est bon de le savoir. Maintenant, par rapport au suivi des zones humides, puisque nous avons maintenant une zone humide au niveau d'un département, le département d'Abala au Niger. Donc, il y a pratiquement un assèchement total pour cette année. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de voir si on peut intégrer les limites là de la zone humide à ce niveau pour pouvoir faire un suivi du retour possible de cette eau. Merci. Bien, là maintenant, nous sommes dans un contexte d'utilisation de l'outil ou bien de la technologie Earth Observation, c'est-à-dire observation de la Terre grâce au système ou bien aux capteurs disponibles. Et c'est ce que propose, et c'est l'avantage même de l'utilisation de Digital Earth Africa, en ayant accès au data cube qui nous permet d'avoir accès à différents types d'images provenant de différents capteurs, en particulier Sentinel et
Landsat. Donc, une fois que vous avez pu déterminer la limite ou l'assiette de cette zone humide et que vous l'aviez bien délimitée, puisque là, maintenant, on va faire recours aux techniques utilisées avec les systèmes d'information géographique. Par interprétation de l'image, identifier les périodes où vous avez le maximum d'eau au niveau de cette zone humide et maintenant faire une démarcation, c'est-à-dire délimiter cette zone humide. Et une fois que vous avez délimité cette zone humide maintenant, vous l'avez sur votre plateforme et vous continuez de façon régulière à avoir des images qui vont vous permettre de faire un suivi et qui vous permettront de pouvoir faire le suivi et prendre les mesures adéquates pour une préservation de cette zone humide. Il faudrait également essayer de comprendre ou de savoir ou d'identifier quelles sont les sources ou les apports en eau de cette zone humide et quels sont aussi, quel est le niveau d'extraction s'il y a de l'eau disponible au niveau de cette zone humide. Puisqu'il y a cette balance, cet équilibre qu'il faudrait mettre entre l'apport que l'on obtient à partir de la précipitation, si c'est la principale source d'apport d'eau au niveau de cette zone humide, mais quelles sont les activités extractrices d'eau qui se déroulent au niveau de cette zone, quel est le niveau d'évapotranspiration ou d'évaporation au niveau de cette zone, qui vont avoir maintenant des effets sur le disponible en eau. J'espère que j'ai essayé de répondre à votre question, M. Moumouni. Oui, merci bien. Pour la présentation encore de la surveillance de zone humide, M. Soma, il est le professeur principal au département de sciences de l'information géospatiale de African Regional Institute for Geospatial Information Science and Technology, ou AFRIGIST, au Nigeria. Sur le chat, il y a un message encore de conférence de le Centre régional de cartographie des ressources pour le développement RCMD, RCMRD. Il y a notre partenaire de Kenya et il y a une conférence le 8 à le 10 août. Toutes les informations sont sur le chat et aussi. Merci tout le monde. Comme africa.org, c'est le site. Par email info@digital@africa.org et nous sommes aussi aux sociaux médias Twitter, LinkedIn et aussi YouTube, le même prénom Digital Africa. Comme d'habitude, on prend une photo pour un social media, mais avant, je vous remercie pour votre participation, votre soutien. Ici, nous avons cette session chaque mercredi ici au Digital Africa en direct. C'est 11h GMT et entre l'anglais et le français. Aujourd'hui était en français, mais le mercredi prochain sera en anglais. We host these sessions every week, English and French. So if you're here and maybe you speak English and wondering why are we speaking French, today it was in French, but next week, don't worry, we're going to have the session in English. So at this point,